Tu me mets à 20 ans, je suis en tête d'affiche. À l'époque, je faisais des morceaux de 10 minutes. J'étais en nuit blanche et je devais clipper ce morceau. Et pendant que je rappais dans le clip et tout, je m'endormais. Tellement c'était long. Tellement c'était long. Des fois, je me dis, putain, je suis à la mauvaise époque, ça craint et tout, tu vois. Et puis des fois, je me dis, vas-y, arrête les musiques de 10 minutes, là, c'est bon. Les gens faisaient du rap pour passer un message, pour c'était dénoncer. revendicateur. Clairement. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des gens font de la musique pour faire de l'argent. Salut, c'est Oudeifa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je serai en esprit avec Chloé. On va parler de mon album, qui est sorti le 11 avril, Authentique. Je sais que vous allez kiffer. T'es quand même venu parce que tu as sorti un nouvel album qui s'appelle Authentique. Incroyable. Un 20 titres. C'est beaucoup à l'heure actuelle, je pense. Tu le dis toi-même, c'est beaucoup. Pourquoi du coup sortir un 20 titres ? 20 titres, c'est énorme. Après, il faut savoir que cet album, il a une histoire. Il sort le 11 avril 2025, mais il aurait pu sortir en décembre 2023, et il a mis du temps. On va dire qu'on nous a mis un peu des bâtons dans les roues, ce qui a fait que on a tiré en longueur, et à la fin, je me suis dit, ça fait un moment donné que j'ai rien sorti. Les sons, ils étaient là, j'avais du mal à choisir. J'ai dit, tu sais quoi, j'envoie les 20, mais je t'avoue que c'est une chose que j'ai plus refaire. 20 titres, c'est trop. Parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, t'as les titres phares qui ressortent. Là, j'ai beaucoup de feats qui ressortent, comme les sons avec Cornet, RK, Sasso. J'en suis content, hein. Mais ça veut dire que j'ai des sons perso que je trouvais hyper lourds, qui malheureusement ne peuvent pas être mis en avant. J'essaie de faire en sorte de les mettre en avant à travers mes réseaux. Mais quand il y a 20 titres, c'est beaucoup. Mais je sais que demain, j'envoie des 10 titres. Au moins, tu sais que tu vas consommer les 10 titres directement, tu vois. C'est plus facile, en tout cas, d'écouter un 10 titres que d'écouter même à la suite. Je te parle pas qu'on n'a pas le temps, parce que bon, tu vas me dire une série Netflix, tu peux te taper du coup un album complet. Et peut-être que si tu mets que des titres les plus forts pour toi, que chacun puisse avoir la lumière qu'il mérite, quoi. Surtout qu'on voit aussi au niveau des chiffres, hein. Tu le vois en même temps que les gros titres à feat, ils ont plus de chiffres que ceux qui sont solo. Alors peut-être qu'un solo avec un 10 titres, on aurait peut-être plus de temps de le consommer. Par exemple, le prochain projet que je prépare déjà, j'ai envie d'en mettre 10. Après, si vraiment on voit qu'il y a vraiment que des bangers, allez, j'irai à 12 max, mais 10 pour moi c'est bien. T'envoies 10, ils sont lourds, et si ça prend de ouf, t'envoies après une réédition, tu vois. C'est quel titre que t'aurais aimé qu'il y ait plus de lumière qui fait partie de l'album ? Je vais parler d'un point de vue commercial, parce que je pense que les sons, quand je rappe, c'est un peu le train-train quotidien. J'essaie de faciliter à le faire. Donc, tous mes sons rappés, je pense qu'ils sont mis en avant parce que je mets beaucoup de trucs sur les réseaux. Mais j'aurais bien aimé que des sons comme Sac à dos et les sons, entre guillemets, chantés, soient mis en avant, parce que je trouve qu'ils ont un potentiel. Mm-hmm. Et là où moi je regrette, c'est que moi je voulais pas les mettre dans le projet là. Avec mon équipe, ils disaient non, il faut qu'on ait des sons commerciaux dans le projet. Moi je disais les gars, le prochain projet, il y aura du commercial. Donc venons, on les garde, c'est des pépites. Et en plus, si t'as 10 titres, t'as les deux, c'est lourd. Mm-hmm. Mais non, ils voulaient absolument que ce soit dedans. Donc moi, pour moi, c'est un peu du gâchis. Mais bon, je te mens pas que là, je vais essayer de faire quoi faire des capsules avec les deux morceaux, plusieurs même, histoire de relancer un peu le truc. Parce que des fois, quand tu sors un projet que t'as pas les médias, tout le monde n'est pas au courant que tu as sorti un album. Là, je le vois, des fois, je sors des extraits de sons. Les gens sont « Ah, il a fait un album, mais je vais aller l'écouter. » Alors que ça fait déjà quand même presque un mois que le projet est sorti. Après, voilà, c'est le jeu, hein. C'est partie du game aussi. Une stratégie, ça se réfléchit, etc. On a eu beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'on a balancé, pas du jour au lendemain, parce qu'on a quand même mis 4-5 mois, mais bon, si demain, tu sais faire 8 mois entre guillemets, 8 mois de promotion, on t'envoie déjà des singles et tout, c'est mieux. Et je pense que ce qui est bien, c'est que les 2 premiers projets, c'était un petit peu le côté artiste en développement. Je suis toujours, mais je suis déjà plus identifié, déjà plus, entre guillemets, mis en avant qu'à l'époque. Donc le prochain projet, je pense qu'on mettra vraiment du temps, on va bien réfléchir à la stratégie, quoi faire, quel single envoyer. Un peu comme tout le monde, quoi. Là, tu dis artiste en développement. Est-ce que tu considères que ça fait longtemps ? Est-ce que c'est long pour toi d'être artiste en développement ? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne plus vite ? Non, parce que les gens ne sont pas au courant que... Je l'explique souvent quand je parle avec mes amis. Il faut savoir que moi, on va dire, depuis, entre guillemets, maintenant, Oudeifa, c'est depuis 2020 que je sors des sons. Je fais de la musique depuis longtemps, j'avais arrêté, etc. Mais genre, sérieusement, si on compte vraiment sérieusement, on va dire depuis 2021, donc depuis que ce Cancer est sorti, depuis Cancer, je fais de la musique sérieusement. On est en 2025, c'est rien du tout. Et encore, j'ai eu beaucoup de trous, parce que j'étais bloqué, histoire de label, etc. Donc en vrai, non. En vrai, je trouve que j'ai justement été assez vite. Après, aujourd'hui, je suis à l'époque des réseaux, ça joue un rôle. Ça veut dire que qu'est-ce qui m'aide à faire des feats, c'est mes réseaux. Qu'est-ce qui m'aide à être identifié, c'est mes réseaux. C'est une force. Ouais, t'as une vraie fanbase en plus, toi, sur les réseaux. Exactement. Tu vois, sur TikTok, je suis à 150 000 abonnés, 200 000 sur Insta.
Ben, il y a 10 ans, c'était pas possible. Il y avait pas tout ça. Faire des feats, c'était impossible. C'était quasiment impossible d'aller chercher un feat avec des mecs en France qui streament de ouf. Mais mes réseaux me permettent de contacter ces gens-là. Pour un mec qui habite à Bruxelles, parce que des fois on l'oublie, ok, je suis dans la musique francophone, mais je suis un Bruxellois de Molenbeek, je suis dans mon coin, et tu regardes le nombre d'abonnés que j'ai su générer en plus qu'avec la musique. Je suis pas influenceur, je mets pas de photos, je mets que des vidéos. Dans mon contenu, c'est purement musical. Ça veut dire que les gens, quand ils s'abonnent à moi, c'est vraiment pour ma musique. Tu vois, j'ai pas fait de nouvelle école, j'ai pas fait d'émission pour qu'on me connaisse ou quoi. C'est vraiment ma musique qui a parlé aux gens. Donc, en soi, je vais pas me plaindre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie d'avoir l'étiquette d'artiste TikTok ou artiste des réseaux. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai pas fait de hit, donc je suis pas considéré comme un artiste TikTok, mais je suis considéré comme un artiste. Ah ouais, c'est le mec, je vois, ouais, sur les réseaux, il a des beaux textes, etc. C'est ça, quand je propose des feats à des artistes, ils acceptent sans se dire, ah ouais, lui, c'est un artiste TikTok. Non. Ma musique, il faut, entre guillemets, que je la modernise, que je fasse en sorte que elle puisse parler au public qui stream, entre guillemets, aujourd'hui. C'est ça aussi. Parce que je sais que les anciens kiffent ce que je fais, t'as des plus jeunes aussi qui kiffent, mais si vraiment on veut avoir le public là, ben c'est de faire des musiques un peu plus ouvertes tout en gardant ma plume. Et ce qui, je pense, peut être chouette avec l'écriture, parce que quand t'es un artiste à texte, ben tu peux avoir le public de scène qui vient pour ça, et qui même peut avoir 50 ans, 40 ans, et puis si t'as le public mainstream, t'as les deux. Et ça, je pense que c'est cool. Et je pense pas que dans les rappeurs vraiment à texte de ouf, il y a des millions, je pense pas. Il y en a pas des millions qui savent faire les deux. Ça a été dur pour toi de te rendre à l'évidence que pour dépasser ce plafond de verre, il fallait peut-être être un peu plus... J'ai la réponse, mais je veux que les gens ils l'aient aussi. Qu'est-ce qui a été difficile dans cette réalisation de ça? Ça a été dur. Après, je pense que il faut accepter des fois certaines choses, tu vois. Et après, j'ai l'avantage d'être quelqu'un... Je suis têtu, très têtu, mais je suis un mec qui me remet souvent en question. Tu vois, ça veut dire que quand je suis seul, je me dis, putain, ah ouais, ils ont raison, en vrai. Il y a une réalité aussi, tu vois, on va pas mentir. Ok, le rap à texte, c'est bien, savoir rapper, c'est bien, passer un message, c'est bien, mais des fois, il y a des gens, ils ont envie de se divertir. Et le grand public, et souvent on dit que c'est entre 15 et 26 ans, les gens que public mainstream, bah, la plupart ont envie de se divertir. Ont pas forcément envie de tout le temps écouter des musiques tristes. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'en faire. Parce qu'un son comme Cancer, tout le monde a kiffé. Même des mecs qui kiffent les musiques mainstream ont kiffé Cancer ou Choc International, tu vois, qui est un son qui parle à beaucoup de gens. Mais il y a une réalité. C'est soit, à un moment donné, t'acceptes que la musique est une réalité, parce que c'est pas que le rap, hein, c'est la musique tout court, en vrai de vrai. Et il faut se dire aussi que dans les années 90, 90, pour les Français qui nous suivent, ben, les gens faisaient du rap pour passer un message, pour dénoncer. Revendicateur. Clairement. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des gens font de la musique pour faire de l'argent. Et ça, il faut l'accepter. Ça, c'est un fait. Tu fais de la musique pourquoi? Ben, je kiffe, c'est ma passion, je kiffe, et voilà, et j'en fais mon métier. Et qui dit métier, dit argent. En soi, c'est ça. On travaille tous, tout le monde travaille, tout le monde se lève le matin pour bosser, pour gagner de l'argent. Ben, quand tu peux le faire avec la musique, ben, aujourd'hui, c'est quoi les codes? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? On regarde. Qui est premier? Qui est tête d'affiche? Qu'est-ce qu'ils font comme musique? Est-ce qu'ils font ta musique à toi ou Daifa? Non. Il y a des mecs qui sont connus, ils ont commencé comme ça, mais à un moment donné, ils sont adaptés. Le mot adapté, je pense, c'est le mot... je préfère le mot adapté que le mot évoluer. Parce que souvent, on dit évoluer, ça, c'est un mot qui me dérange. Okay. Pour moi, la musique n'a pas forcément évolué. On s'adapte, c'est tout. On vit avec son temps. C'est juste différent et on s'adapte. Aujourd'hui, les gens préfèrent, entre guillemets, se divertir et n'ont pas forcément envie qu'on leur fasse la morale, entre guillemets, même si je me déclare pas comme un artiste qui fait la morale. Le fait que j'ai des textes poignants et touchants, bah, des fois, tu peux avoir un peu cette étiquette du mec qui te fait la morale alors que pas du tout. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de sortir le prochain projet, ou déjà envoyer des singles, tu vois, et montrer que oui, je sais faire d'autres choses, tu vois. Oui, mais ça, tu l'as déjà prouvé, hein, tu l'as déjà montré dans Sac à dos et dans Tirer, surtout que maintenant, tu nous montres que tu sais chanter. Ça, c'est assez cool, parce que tu as une très belle voix en chant. C'est des paroles qui sont toujours, entre guillemets, poignantes. C'est juste que je pense que les gens la réceptionnent la même parole différemment. C'est pas forcément de la joie dans le texte, mais tu mets de la joie dans l'instru. Du coup, je pense que dans la réception du texte, parfois, c'est plus facile à entendre. C'est un beau paradoxe, parce que moi, l'artiste numéro 1 francophone, pour moi, c'est Stromae. Et je pense que lui, il joue bien de ça. T'as un titre comme Ouais, ton papa, ce titre-là. Je sais que ce morceau-là, c'est un morceau entre guillemets triste. Mais tu bouges dessus. Même quand il fait le son Cancer, le son, il est incroyable. Et je pense que c'est une belle référence à ce niveau-là. Et je pense que j'aurai toujours un beau message. J'ai plus facile quand c'est musique chantée pour écrire, parce que je trouve que ça va plus vite, quoi. Les mots sont plus simples, etc. Ouais. Et des fois, les gens ils vont dire putain, il a une belle plume. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, j'ai écrit le truc en vite fait. Après, tant mieux.
Ça me permettra de faire encore plus de musique, entre guillemets, chantée. Et aussi de me dire que je serai pas l'artiste qu'on dira à un moment donné, vas-y, t'as vu, lui, c'est monotone. Je vais donner un exemple. Cynic, c'est un artiste que je kiffe de ouf, mais c'est de malade. Je l'ai écouté de fou malade. Mais je sais que, par exemple, si je prends tous ses albums, à l'époque, on pouvait dire, mais c'est pareil. Tu prends un son de cet album, le mettre et le mélanger, c'est pareil. Mais ça dérangeait pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement de musique, donc ça va déranger à un moment donné. Et je suis conscient de ça. Qu'à un moment donné, si je continue à faire que du Houdeifa, à un moment donné, j'aurai que mon public à moi. Et il y aura un plafond de verre, comme on dit. Alors que si à un moment donné, je m'ouvre, ce qui peut être cool, c'est que t'as des mecs qui vont venir m'écouter pour ça, et t'as des mecs qui vont venir m'écouter pour ça. Moi, il y a d'artistes, des fois, que j'écoute que pour le rap. T'en as d'autres que j'écoute que pour la mélo. Mais moi, par exemple, Nino, où je suis monté dans le train, c'est quand il chantonne. Quand il chantonne, je le trouve incroyable. Le mec, il est trop fort. En rap, il est bon, mais je viens d'une école où ça kickait, tu vois. Ça veut dire que j'ai d'autres références en rap. Mais quand il est en mélo, pour moi, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Et moi, je suis le public de Nino qui chantonne. Mais je sais qu'il y a des mecs qui kiffent quand il rappe aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a de tout, tu vois. Et moi, il m'a quand il chantonne. Dès qu'il chantonne, c'est bon, je suis là directement en playlist. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi le but, et c'est d'avoir un public pour ça et un public pour ça. Ça te permet de l'agrandir. Je pense que c'est mieux que de rester avec un petit public. Alors que pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, on s'en fout. Moi, je vais rester en mode authentique, comme le nom du projet. Moi, je sors pas de trucs. La preuve, regarde. Authentique, on a mis Sac à dos et Tiré, qui pour moi étaient des sons qui n'avaient pas leur place pour moi là-dedans. Parce que moi, toujours, je disais, c'est pas moi, c'est pas moi. J'aime beaucoup dire ça. Et mon manager, Pascal, big up à lui, me disait toujours, OK, qui a fait les morceaux là? Et je disais, ouais, mais c'est moi, mais c'est parce que. Il fait, non, c'est toi qui as fait les sons. On est d'accord. OK, mais c'est toi. Ça n'a rien authentique. Pourquoi ce serait pas authentique, en fait, Sac à dos? Pourquoi il est pas authentique? Non, mais c'est parce que toi, t'as du mal à te dire que ça fait partie de ce que Exactement. tu es aussi maintenant. Exactement. Parce que tu viens pas de ça. Je viens pas de ça. Tu n'avais pas forcément envie d'aller dans ça aussi. Je voulais pas faire ça. Je t'avoue que si ça tenait qu'à moi, même des refrains, j'en faisais pas. Et tout à l'heure, j'étais en fou rire dans l'anecdote, parce que je suis avec Omar, qui est avec moi ici. Qui est juste derrière. Mon petit cousin. Et je lui ai expliqué que c'était marrant. À l'époque, je faisais des morceaux de 10 minutes. Ouais. Et un jour, je lui dis, je vais faire un morceau de 10 minutes. Il rigole, pourquoi 10 minutes? Et j'étais en nuit blanche et je devais clipper ce morceau. Il y a un mec qui voulait me faire un clip gratuit. Et pendant que je rappelais dans le clip et tout, je m'endormais. Tellement c'était long. Tellement c'était long. Je m'endormais. T'imagines, je m'endormais alors que c'est mon son. C'est ton son. Des fois, je te mens pas. Je me dis, Houdeifa, t'es pas dans l'époque, entre guillemets, de ton rap. C'est vrai. Parce que moi, je pense que je suis sûr et certain. Non, toi, t'es pas dans l'époque de ton rap. Tu me mets à 20 ans, je suis en tête d'affiche. Tu vois. Je suis sûr et certain de ça, tu vois. Qu'en mode, je suis parti des meilleurs, en tout cas. Tu vois, il y a 20 ans. Donc, des fois, je me dis, putain, je suis à la mauvaise époque, ça craint et tout, tu vois. Et puis, des fois, je me dis, vas-y, arrête les musiques de 10 minutes, là, c'est bon. Ça veut dire que, toi, à l'époque, j'avais 30 freestyle. J'avais la plume 1 jusqu'à la plume 30. Toi, j'ai tout raccourci, et maintenant, je suis jusqu'à la plume 10. Et j'en ai sorti 4, et ceux qui restent, je vais les sortir petit à petit. Quand il y a un trou, je balancerai, tu vois. Mais j'ai arrêté ça. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est demandeur de ça, tu vois. Et puis après, je pense que par contre, ce qui est chouette, c'est d'en sortir de temps en temps, c'est de venir un peu faire des petits électrochocs, tu vois. Te rappeler que je sais faire ça. Voilà. Tu vois, je pense que c'est ça qui est plus choquant, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, sinon ça devient une habitude aussi. Vas-y, tape que des 10 minutes. C'est ça en vrai. Viens, de temps en temps, tu fais des 3-4, et puis 2-30, et puis après, tu choques avec un 10. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, même si je trouve que j'écris bien, c'est ma force, et les émotions, je pense que l'écriture et les émotions sont mes forces. J'avais des commentaires, genre, ah ouais, on sait qu'il écrit bien, mais c'est bon, frère. C'est toujours la même chose, lui. Des fois, il y a ça. Et des fois, ça touche. Ça touche. Tu dis, ah ouais, il croit ça, lui. Attends, on va lui montrer. Tu vois. Ce qui me fait rire, c'est que même mon public qui kiffe l'écriture et qui sont là pour ça, quand je demande un top des sons préférés, t'en as beaucoup, ils mettent Sac à dos. Et ça me surprend. Ouais, je te promets. J'avais fait genre une écoute avant album. J'avais invité 15 fans. T'en avais 3 venus de Perpignan. Ça, c'était choquant. Ça. Et t'en as un, il a écouté l'album, il m'a dit, ouais, moi, c'est Sac à dos, frère. Et pourtant, le mec, je te jure, il avait 40 ans et tout. Il me disait, moi, je suis ancienne école et tout. Il m'a dit, mais Sac à dos, tu m'as eu. Je dis, ah ouais, ok. Ça veut dire qu'en vrai, peut-être que. Après, je te mens pas. Si demain, le côté commercial, chanter et tout, ça prend de ouf, il y aura une partie de moi qui sera en mode, putain, genre, en fait, c'est ça, en fait. Parce qu'un jour, mon manager, il me dit, ouais, peut-être que toi, en fait, ta vie en rap, c'est bien ce que t'as fait, T'as déjà 700 000 abonnés en faisant du rap. Maintenant, qui te dit pas qu'en chantant, t'auras peut-être le triple ou le double, ou pas, Mais imaginons que j'ai plus. Ça va être choquant, tu vois. Je vais me dire, putain, en fait, ok. Ouais, mais c'est pas impossible. Le truc, c'est qu'encore une fois, comme tu disais, ça t'ouvre des portes que, actuellement, s'ouvrent pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas réceptif au rap
Clairement, écrit. Surtout même au niveau des tu vois. prods et tout, c'est pas la C'est même pas la même chose. J'avoue. D'ailleurs, dans l'album Authentique, moi, il y a un son que j'ai kiffé de ouf, c'est l'industrie du rap. Je crois que c'est le son le plus long avec l'outro. Il dure un petit 4 minutes, Il quelque dure chose. que plus, hein, 4 minutes, 4,50, 30, ouais, comme quelque ça, chose ouais. comme ça. Moi, j'ai kiffé ce son. Franchement, je l'ai remis là, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et c'est vrai que tous les autres sont vachement plus courts. Ben là, les sons sont clairement plus courts. Ils durent 2 minutes, quelque chose, tu vois. Tu vois, là, t'as vraiment tapé un son où tu t'es dit, OK, celui-là, je vais quand même... L'industrie du rap et outro, je pense qu'il y aura toujours des morceaux comme ça pour te rappeler ce que moi j'aime de base. On est d'accord que ça, c'est un des sons que... L'industrie du rap, c'est moi. L'industrie du rap, dis-toi, je me suis embrouillé avec mon équipe en studio parce qu'il disait non, ça sort pas, ça. Il dit non, ça a rien en vrai. Je dis non, les gars, j'ai besoin d'expliquer déjà ce qui s'est passé. Déjà, Ah, moi, c'est un des sons que j'ai le plus kiffé. les gens, entre guillemets, qui m'écoutent ont kiffé aussi l'industrie du rap. Pour moi, c'est le vrai Oudaifa. Guitare-voix, des fois sans drums. Après, voilà, je peux pas en sortir des Ah ben comme non, ça. évidemment que non. Mais t'en as un par projet. Il fait du bien. Non, celui-là, il fait vrai. du bien. En plus, il arrive vers la fin, là. Il y a la voix de Solem derrière, la big up à lui, ça fait un peu genre gospel et tout, c'est Ouais, hyper lourd, tu vois. ouais. Ça amène un truc différent. Non, j'ai bien kiffé. Là, petite question, est-ce que tu sais la signification d'Oudaifa? Moi, j'ai pas la signification, mais je sais que c'est un prénom d'une personne importante dans la religion, vu que je suis de confession musulmane. Et c'était un compagnon du prophète. Donc moi, c'est tout ce que j'ai comme info, et que j'aime beaucoup le prénom. Bah, du coup, je vais te donner la signification. Ah, vas-y, franchement, là, tu Alors, il y en a plusieurs. on va prendre un truc. Donc, Oudaifa, ça veut dire qui guide au droit chemin. Donc, déjà, ça, c'est la première signification. Et alors, l'autre, et tu me diras, est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Apparemment, donc, on dit qu'Oudaifa, c'est un individu déterminé, un peu strict. Il est d'ailleurs travailleur et en demande de challenge. Il est rigoureux. Il s'avère un peu trop acharné. Ses objectifs, il les accomplira. Il n'a pas peur de se mettre au défi. Il a régulièrement besoin d'avoir des choses à faire. Il apprécie les activités d'apprentissage ludique. Pour qu'il soit bien, il faut faire preuve de légèreté et l'encourager à s'amuser. C'est ce qu'il aide à composer avec son léger excès de sérieux tout en lui apprenant à se détendre et à apprécier les moments de calme. Où t'as trouvé ça? Sur Google. Sérieux? Oui. Ça me parle de ouf, même si je sais pas où ils ont trouvé ça, mais... C'est la signification du prénom Oudaifa. Eh ben, franchement choqué, ça me parle de ouf. C'est moi, ça. C'est toi, ça? Faudrait que tu m'envoies ça. Je vais t'envoyer. Je mettrai ça en story. Je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, je trouve que c'est... Voilà, ils disent une personne réfléchie, charismatique et sa compagnie saura plaire à ses proches. Franchement, ouais. Mes proches, je pense qu'ils sont contents quand je suis avec eux. Hein, donc, n'est-ce pas? On valise. Bon, on le disait, Authentique, 20 titres. Tu démarres ce titre avec... Enfin, le premier titre, Molenbeek. Molenbeek où tu as grandi. Tu démarres aussi avec un audio où on entend les gros titres des journaux à l'époque. Il y avait Zemmour dessus. Des journaux français, des journaux belges aussi. Mais ouais, pour moi, c'était important. Je te mens pas, c'était important de commencer avec ce morceau-là, Molenbeek. Oui, c'est chez toi. C'est chez moi. Les gens, malheureusement ou heureusement, peu importe, hein, c'est de la musique, mais pensent toujours que je suis français. Quand j'avais fait le morceau avec RK, Molenbeek, c'est comme le 7-7, big up à lui au passage. À la fin de la session, il m'a regardé, il m'a dit hey, je vais te dire un truc, vous allez me prendre pour un fou, parce que mes potes étaient autour. Et il dit moi, je pensais que tu étais un Français, tu venais du 9-3. Puis tout le monde rigole et tout. Je dis ah ouais. Il me dit ouais, pourquoi t'as pas l'accent? Pourquoi tu dis pas des trucs de afou, nanana, tu vois? Puis je rigolais et je lui dis non, moi en fait je m'adapte aux gens avec qui je parle, tu vois. Bah, dans les commentaires, des fois, quand t'as un mec qui va dire ouais, c'est une des plus belles plumes du rap français, bah les Belges vont répondre non, il est de chez nous, c'est un Belge, hein. C'est drôle parce que les Belges ne le faisaient pas à l'époque, tu vois. C'est quand les Français commencent à valider, bah ils revendiquent que t'es de chez eux, tu vois. Ouais. Et ça, c'était marrant. Donc, pour moi, c'était important quand même de mettre en avant le fait que je viens de Bruxelles, mais surtout de Molenbeek. Parce que je me sens, paradoxalement, plus molenbeekois que bruxellois, même si Molenbeek est à Bruxelles. C'est marrant. Ça, c'est normal. C'est marrant ce que je dis, mais bon, je suis plus à Molenbeek. Donc, forcément, je me sens plus molenbeekois. Je suis content parce que le son, franchement, il a eu des bons retours. Il est très sympa. Les molenbeekois, ils ont kiffé en plus même le clip, un peu scénarisé. Parce qu'il faut savoir qu'à côté, en aparté, j'aime beaucoup le cinéma. Et j'ai pour ambition un jour de faire du cinéma. Mais j'allais dire que franchement, quand tu vois les clips effectivement que tu as sortis là, ouais, celui avec Frénétique aussi est sympa. Exactement. Y a ce côté, ça se voit que t'aimes bien. Je kiffe. T'aimes bien. Petite exclue, en plus, on est en esprit, je te fais une petite exclue. Vas-y. Là, je suis en train d'écrire carrément un film, là. Non. En fait, je suis en train d'écrire un film sur un peu de ma vie, mais mélangé un peu avec du fictif, tu vois. J'ai envie d'écrire un truc, par exemple, le prochain album que je vais sortir, j'ai envie de faire un court-métrage de 45 minutes où je raconte un peu, genre, un rappeur belge qui va, genre, essayer de percer en France, tu vois. Un truc dans le genre où ça raconte un peu ma vie mélangée, etc., avec des acteurs, etc. J'ai envie de faire un truc très lourd.
bien, j'aime Et je serais le bien. personnage principal, tu vois. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je m'entends bien avec le White, c'est le cinéma, le White, là, au Docs. Une diffusion. Et une diffusion là-bas, ça peut être lourd, tu vois. Donc, je ferai par ça, tu vois. Ok, j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça va être lourd. J'ai hâte qu'on vienne J'ai un hâte peu aussi. checker les backstage de cette histoire. Exactement. T'as grandi à Molenbeek, t'es fier d'être bruxellois, et ça fait plaisir, t'es fier d'être molenbeekois. Est-ce que t'as ressenti que parfois, quand les rappeurs belges, ben, ils vont beaucoup en France, et du coup, limite, se proclament plus forcément belges et peut-être parfois plus français à la fin. Est-ce que toi, par exemple, t'as ressenti que la Belgique ne soutient pas forcément, et Bruxelles notamment, ces artistes, et que c'est peut-être pour ça que les Belges vont en France? J'ai l'impression en tout cas, mais je parlais que de Bruxelles, pas la Belgique. Parce que je pense qu'en Wallonie, au niveau rap, ils sont plus passionnés que les Bruxellois. Ok. Moi, je pense qu'à Bruxelles, effectivement, il y a ce côté un peu, je m'en fous un peu des artistes, etc. Pourtant, on est quand même des mecs, on consomme beaucoup du rap, mais on va pas le montrer. Et donc, effectivement, j'ai pas senti de soutien de ma ville quand j'ai commencé, pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand tu te fais connaître en France, là, les Bruxellois, après, revendiquent que tu viens chez eux. Et je pense que c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi, personnellement, j'ai accepté que c'était comme ça. Avant nous, il y avait les Damso, les Hamza, ça a été pareil pour eux. Oui, il n'y a pas de soutien au début. Ça, il faut l'accepter. C'est les Français qui te valident, ou les autres pays francophones. Et Après. puis là, les Belges, là, vont revendiquer que t'es de chez eux, tout simplement. Ça, c'est une réalité. Mais justement, en plus, tu disais que ça fait longtemps que tu rappes. Tu disais que tu avais démarré vers 2014. Et tu as dit dans une interview, je trouvais assez sympa, c'est « J'étais connue dans ma ville. J'étais vraiment connue dans ma ville. Et pourtant, nulle part ailleurs. Mais dans ma ville, j'étais déjà là. À l'époque où mon blast, c'était Boys in the Hood, 2014-2015, je fais du rap, je suis connu dans ma ville. Et genre, il y avait que Facebook à cette époque-là. Mhm. Tu vois. Et c'était pas sérieux parce que genre, chaque semaine, j'envoyais des freestyles, filmés avec mon Samsung, c'était... Mais j'étais connu dans ma ville. Puis je sortais des clips avec mon gars, Jake, big up à lui, il avait une caméra, il venait, il me faisait des clips. Tous les 2 semaines ou 3 semaines, je sortais des freestyles. J'avais freestyle 1, 2, 3 à l'époque. Je vais appeler ça comme ça. Et ouais, en un an, je crois à l'époque, j'ai 50 000 abonnés sur Facebook. C'est énorme à l'époque. Oui, de Je ouf. me rappelle qu'à l'époque, c'est énorme. Et genre, dans ma ville, je suis connu. J'arrête en 2015. Pour te dire, de 2015 à 2020, où je fais pas de rap, les gens me reconnaissent encore, que c'est moi, ouais, on sait c'est qui, Oudaifa, Boys in the Hood et tout. Je reprends dans les commentaires, parce que je fais un son cagoulé, là, si tu m'aimes. Dans les commentaires, c'est pas Boys in the Hood, ça. Si, c'est lui, je reconnais sa voix. Donc, c'est qu'à un moment donné, j'avais quand même marqué ma ville. Mhm. Tu vois. Ça veut dire que les gens qui sont nés dans les années 90, 90 pour les Français, jusqu'à 2000, ils me connaissaient. Ouais, putain. Et des fois, il y a des nouveaux fans d'aujourd'hui qui ont peut-être 18 ans, 19 ans. T'as leur grand frère, grande sœur. Ouais, mais lui, il rappe à l'ancienne. Hein. Nous, on l'écoutait depuis. Ah ouais, il rappe à l'ancienne. Mais comme il n'y a plus rien, j'ai tout enlevé, il n'y a rien. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas. Tu m'as saoulé. Franchement, il n'y a pas. Tu m'as saoulé quand t'as fait ça. J'ai fait fort. Après, je pense sur Facebook, si tu tapes Boys in the Hood, tu peux trouver quelques vidéos, mais pas de fou. Mais en vrai, dans ma ville, j'étais déjà connu, quoi. Je pense que moi, je crois fortement au destin, tu vois. Mhm. Et je pense que quand je suis arrivé maintenant, parce que j'avais arrêté, tout le monde disait, ouais, t'aurais pas arrêté, peut-être que non. Non. Je pense que moi, je suis arrivé au bon moment. Je suis un mec, de par mon caractère, de par ma manière d'être, je vais être en indé. Je me vois en distrib, mais pas en artiste. Ouais, pas en En distrib, ça peut être artiste, cool, tu vois. Mais je suis un mec qui doit tout gérer. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a Insta, TikTok, pour moi, je peux pas rêver mieux. Pour un artiste comme moi, c'est le top. Et en plus de ça, je gère bien mes réseaux, tu vois. Et le fait que je gère bien mes réseaux, ça fait qu'aujourd'hui, les gens me connaissent grâce à mes réseaux. En fait, mon média, à moi, aujourd'hui, c'est devenu ma page, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, avec mes médias, je peux relayer des trucs et T'as une force de frappe, hein. clairement sur les réseaux, tu vois. Et les gens, justement, des fois, je sais que ça les intéresse de faire des feats parce que, justement, les réseaux fonctionnent bien. Et c'est un truc qui marche. Même si j'essaie d'un peu de casser ce côté, de faire en sorte que même en stream, ça marche. Comme ça, au moins, on avance. C'est pour ça que les prochains projets aussi, il y aura des feats stratégiques, tu vois. Pour Ouais, justement... totalement logique. parce qu'à un moment donné, la musique, être connu, c'est bien, mais la musique, c'est là aussi aujourd'hui. C'est les streams aujourd'hui, la musique aussi, tu vois. Et dans les streams, tu fais en sorte de faire des feats. La preuve, regarde, aujourd'hui, dans mon classement des sons les plus streamés de l'album, numéro 1, Ornette La Frappe, c'est un feat. Deuxième, RK, c'est un feat. Troisième, Sasso, c'est un feat. Et c'est des mecs qui ont tous les trois 1 million d'auditeurs. Je crois RK 2 millions, Ornette 1 million, Sasso il avait aussi, je crois, 1 million quelque chose, tu vois. Donc ça prouve quand même que les featuring... Ah oui, mais ça, à un moment donné, c'est normal. C'est Ça. deux communautés qui se rejoignent, c'est logique. Exactement. Et ça aide, tu vois. Après, il y a ma communauté des réseaux à pas négliger, qu'eux aussi respectent. Et ce qui est cool dans Authentique, comme le nom du projet, les gens, quand ils sont venus faire leur titre, ils sont tous respectés.
Il y a personne qui est venu bâcler en mode je fais à la vite fait. Non, non. Les gens, ils sont donnés à fond. Ils m'ont respecté. Et moi, je sais ce que je voulais. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai des feats hyper business et peut-être que je vais même peut-être pas voir l'artiste. C'est possible. Même si à la base, c'est pas mon délire, mais je sais que voilà, c'est aussi du business, c'est un côté un peu business. Mais sur ce projet-là, authentique, j'avais besoin d'avoir des gens authentiques. Et donc, tout c'était. Je vais donner un exemple d'un mec comme Sams, hyper authentique. Fababy. Fababy, c'est-à-dire que c'est un mec que j'ai écouté quand j'étais plus jeune, je l'ai écouté à mort. C'est-à-dire faire un son avec lui, pour moi, c'est un délire. Aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un mec que j'ai saigné, tu vois. Zixo, pareil, authentique de ouf. RK et ISK et Sasso sont des mecs de cette génération, mais hyper authentiques aussi, tu vois. Donc, ils font tous partie, en tout cas, du projet. Islam, pareil. Frénétique, pareil, tu vois. Tous des gens authentiques. Donc, j'étais content de faire ce projet. C'est un projet, franchement, que je pense même dans 10 ans, je pourrais dire, ouais, je suis trop fier de ce projet. Parce que je l'ai amené jusqu'au bout. C'était dur, tu vois. Vraiment, ça a été dur. Je pense que les prochains seront plus faciles à sortir. Là, ça a été vraiment dur. Je t'avoue, des fois, je me disais, putain, en vérité, faut que j'arrête, en fait. Parce que peut-être qu'en fait, c'est pas pour moi, en fait. Alors que mon manager me disait, non, t'as pas à te dire ça, regarde, ça se passe bien et tout. T'inquiète, ça va le faire. Et au final, c'est sorti, on est content. Qu'est-ce qui a fait que tu te disais, pourquoi faut que j'arrête? C'était lié à quoi? À un moment donné, il faut savoir que nous, on est en indé. On postait nos titres via des plateformes comme TuneCore, DistroKid, qui sont des petites plateformes. C'est pas Believe. Ce qui fait que quand c'est une petite plateforme, les gros featuring, ça bloque. Et nous, pendant des mois et des mois, on prouvait avec les contrats à TuneCore que voilà, on a le droit des sons. Non, on peut pas. Ils voulaient pas. On a fait une demande à Believe. Believe nous a expliqué, en fait, c'est logique. C'est pas des grandes plateformes. Quand tu sors un titre à la limite, tu peux prouver. Mais un projet de 20 titres, avec 10 feats, et dans les 10 feats, t'as 3-4 mecs qui ont plus d'un million d'auditeurs, et toi, tu sors de nulle part avec tes 90 000 auditeurs, wow, ils vont dire c'est bizarre, tu vois. Ouais, ils t'ont vu en bizarre. Ouais. Alors nous, on a su passer par Believe avec un catalogue, et là, on a su mettre les titres. Heureusement. Parce que sinon, on serait encore dans la même merde, hein, tu vois. C'est pour ça qu'à l'avenir, l'objectif, c'est justement de doubler pour justement pouvoir aller chez Believe et espérer avoir au moins un catalogue. C'est ça. Un catalogue, eux, ils prennent des pourcentages, mais toi, au moins, t'as accès à mettre tes sons via Believe. Et là, au moins, t'as pas de problème. Ouais, les contrats, tu les as, mais eux, comme c'est la plus grosse boîte, en tout cas, ça passe plus vite. Ça, c'est l'objectif. Mais ça t'a donné envie d'arrêter? C'est pas que ça m'a donné envie d'arrêter, mais je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait, peut-être. Tu vois, je me dis, c'est pas pour moi, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une date, ça passe pas. 2 dates, ça passe pas. 3 dates, ça passe pas. Wow, qu'est-ce qui se passe? En fait, peut-être qu'en fait, c'est un signe que je dois arrêter, en fait. Tu vois, je veux dire, donc oui, j'y ai pensé. Et avec le recul, tu crois que c'était dû à quoi? Quelle est la leçon, tu penses? Après le recul, il est encore court. Hein, professionnellement, on n'était pas au point, en vrai. Tu vois, je veux dire. Parce que j'étais loin dans ma tête, mais en vrai, ça n'existe pas. L'album n'est pas encore livré, et moi, j'annonce des dates. C'est pas pro. Faut avouer, tu vois. Moi, mon manager me le disait, et me l'a répété plusieurs fois. Mon manager, Pascal, c'est quelqu'un de très diplomate, qui aime bien discuter, etc. Et il me fait comprendre les choses. Et il sait comment me parler. Il ne vient pas avec moi, comme ça. Il me fait comprendre. Il dit, écoute, on a fait une erreur, là. Et à l'avenir, on ne doit plus. Il va parler en global. Pourtant, c'est moi qui annonce la date. C'est pas lui qui le fait. Et des fois, je ne reprends pas, ouais, j'ai annoncé la date, hein, j'ai mis. Mais c'est ma faute. Mais pourtant, quand lui dit on, je me dis, ah ouais, t'as vu. C'est une équipe. C'est une équipe, en vrai. Mais c'est moi qui ai déconné. Si on avance, on sort, on descend. Ouais, mais du coup, ça te permet aussi de réfléchir à 2 fois. Parce que quand c'est tu, quand il te dit on, tu sais que tu le mets lui dans la mouise aussi. Exactement. Mais moi, comme je t'ai dit juste avant, je suis un mec qui me remet en question. Donc quand je suis seul, je dis putain, c'est vrai, j'ai déconné. Ça veut dire que les prochains projets, j'attendrai que le projet est livré et que j'ai la date qui est mise, où c'est bon, je sais que c'est livré. Là, je peux annoncer. Tant qu'il n'y a pas ça, j'annonce plus. Tu vois. Donc t'apprends de tes erreurs, c'est bien. J'apprends de mes erreurs, tu vois. Okay. Et même la stratégie, tu vois, on va mieux le faire. Après, bon, il y a une histoire derrière qui font qu'eux m'en veulent pas parce qu'il y a une histoire derrière qui fait que je vais pas en parler là parce que j'aime pas parler des gens, mais il y a des gens qui ont essayé de me mettre dans la merde dans la musique. Et des gens qui ont voulu nous bloquer clairement, tu vois, gratuitement. Et ça nous a fait chier. Et c'est derrière nous, hein. Mais pour les prochains projets, il y a plus ça. On est clairement tout seul. On n'a plus personne, tu vois. Donc là, on est bien. Et le prochain projet, je dois réfléchir à une belle stratégie pour que ça puisse péter, tu vois. Ah là là. Le business. C'est en direct, c'est les backstage de l'interview. On espère que ça va bien se passer. On va poser des questions intéressantes, mais je m'inquiète pas. Chloé est une bonne personne, ça va bien se passer. Oh, je vais te dire. Si à moi tu vas faire une enrôle, tu la crois, tu peux aller. Parce que ça va durer aujourd'hui.
Mais je pense que cette interview va être bien grâce à moi. Si tu veux, j'y vais, hein, comme ça tu fais ton interview. Non, je rigole. Est-ce que tu es quelqu'un d'égocentrique? Pas du tout. Comme je suis un mec qui manque de confiance en moi, ben je me permets de faire des petites blagues. On dirait pas, t'as vu, t'es surpris. Ben je suis un mec qui manque beaucoup de confiance en moi. Mais comme je joue avec le fait de toujours rigoler et tout, ben ça se voit pas. C'est les backstage, ça. Oui, mais ça reste dans la vidéo. Carrément.